Alors je vous propose dans cette vidéo un résumé oral du déroulement de la Deuxième Guerre mondiale avec des cartes et des images pour illustrer les différents événements. Et donc pour simplifier et schématiser un petit peu le déroulement de ce conflit mondial, je vous suggère de retenir qu'il s'est déroulé en trois phases, en trois actes assez clairement marqués. Le premier étant pendant pratiquement 2 ans et demi, un moment où les pays qui formaient l'Axe, c'est-à-dire l'alliance des régimes fascistes d'Allemagne, d'Italie et du Japon, connaissaient une suite de victoires sans discontinuité, et donc se sont largement étendus dans leurs espaces de conquête respectifs. Donc, petit rappel sur ce qu'étaient les alliances en Europe en 1939. Donc l'axe, on le voit assez bien sur cette carte, c'est l'Allemagne et l'Italie qui étaient reliés par un pacte militaire surnommé pacte d'acier. Et la surprise en quelque sorte de l'immédiate avant-guerre, c'était ce pacte de non-agression entre l'Allemagne et l'URSS qui a été signé au cours du mois d'août par un Staline qui cherchait en particulier à gagner du temps, conscient qu'il était qu'un jour la confrontation entre l'Allemagne et les soviétiques aurait lieu, mais il s'était senti peu suivi par le Royaume-Uni et la France dans sa volonté de stopper Hitler plus tôt. Rappelle aussi que dans l'espace de l'Asie de l'Est et du Pacifique, le Japon avait déjà démarré une politique expansionniste. Il était présent depuis longtemps en Corée. Il avait déjà, dès 1931, envahi le nord de la Chine, une région qui s'appelle la Mandchourie. Et dès 1937, il s'était lancé dans une conquête de l'intégralité du territoire de la Chine, alors qu'il n'a jamais été mené tout à fait à son terme, mais qui a permis aux Japonais de commencer également la conquête de toute l'Asie du Sud-Est, et en particulier de ces îles entre l'océan Indien et le Pacifique, qu'on appelle aujourd'hui l'Indonésie, entre autres. Alors revenons en Europe pour voir entre 39 et 41 les principaux événements. Donc le coup d'envoi de la guerre, c'est la conquête de la Pologne par l'Allemagne et donc l'Union soviétique, chacun de son côté. En septembre 1939, une guerre qui est extrêmement violente mais rapide étant donné la très grande supériorité des ennemis de la Pologne sur ce petit État. Et donc en un mois, l'affaire est pliée, la Pologne n'existe plus, elle est partagée entre les deux grandes puissances. Et en fait, à ce moment-là, le Royaume-Uni et la France ont déjà déclaré la guerre à l'Allemagne. C'est justement cette conquête de la Pologne qui a été le déclencheur de cet événement. Mais pendant à peu près 9 mois a eu lieu une période qu'on a surnommée la drôle de guerre, au cours de laquelle, bien qu'étant officiellement en guerre, bien les Anglais et les Français face aux Allemands ne bougent pas, ne s'attaquent pas, continuent de se préparer, ce qui est à l'avantage de l'Allemagne, puisque ça permet à l'Allemagne de continuer à renforcer son armée. Et c'est une position défensive de la part du Royaume-Uni et de la France qui, avec le recul, est jugée comme étant une erreur. En effet, ce qui se passe au mois de mai 1940, c'est un événement qui est tout à fait étourdissant et inattendu. L'Allemagne finit par attaquer la France en utilisant une tactique dite de guerre éclair qui consistait en gros à mobiliser, à concentrer plutôt des efforts très importants, notamment au niveau de l'armement, avec des armements mécanisés, de chars, de supports aériens, pour se concentrer sur une partie du front et essayer de le percer, ensuite encercler l'ennemi. Ça fonctionnait au-delà de toutes les espérances des Allemands au mois de mai, et en fait, en à peu près 8 semaines, l'armée française est tellement désorganisée, et les Allemands ont tellement avancé dans le territoire français que ça conduit un changement de gouvernement au niveau du sommet de l'État et l'arrivée au pouvoir du maréchal Pétain qui immédiatement demande l'armistice, tandis que un autre militaire important du pays et membre du gouvernement précédemment, le général de Gaulle,
décide lui de partir pour le Royaume-Uni afin de continuer la guerre. Donc, dès le 22 juin 1940, la France, l'État français est sorti du jeu. Elle a signé un armistice avec l'Allemagne, c'est-à-dire elle demande l'arrêt des combats et les conditions que les Allemands imposent sur la France pour accepter cet arrêt des combats sont très lourdes, et notamment une occupation de toute la partie nord et ouest du territoire français. Donc ce sont des jours, les jours peut-être les plus difficiles de l'histoire moderne de la France, avec quelques illustrations de cela. Ici vous voyez les dirigeants nazis et Hitler légèrement de dos, devant le wagon choisi pour signer l'armistice, et Hitler avait en fait exigé que le wagon dans lequel le précédent armistice, celui du 11 novembre 1918, mais où cette fois-là les Allemands avaient perdu, soit réutilisé et mis au même endroit, afin de vraiment marquer que cette conquête de la France était pour lui une revanche de l'affront subi quelques années plus tôt. Les photographies de l'unique visite d'Hitler à Paris en juin 1940 sont restées comme la marque assez traumatisante pour les Français de cette défaite humiliante. Et donc à ce moment-là de la guerre, il n'y a qu'un seul État puissant qui fait face à l'Allemagne, c'est le Royaume-Uni. Il y avait une option pour les Britanniques de signer une paix séparée avec l'Allemagne et d'arrêter les hostilités là. Ça n'a pas été retenu du tout par le chef du gouvernement Winston Churchill, qui au contraire engage son pays dans une résistance face aux Allemands, tandis qu'Hitler de son côté a cherché à envahir les îles britanniques en commençant par bombarder leurs installations militaires. C'est la bataille d'Angleterre qui s'engage donc dès l'été 1940. Et assez rapidement, en fait, Hitler va décider d'arrêter de préparer une invasion et simplement se concentrer, si on peut s'exprimer ainsi, sur le bombardement des villes anglaises afin d'affronter et d'essayer de détruire non seulement l'économie mais aussi le moral des Anglais. C'est ce que les Anglais ont appelé le Blitz, et ça dure pratiquement pendant un an. Mais à aucun moment, donc l'Angleterre n'est envahie par l'Allemagne. Il faut dire que cette île n'a pas été envahie depuis le Moyen Âge. Alors, à la fin de l'année 1941, en tout cas disons au milieu de l'année 1941, l'Axe est toujours victorieux, et une période qui se déroule, je dirais, autour de l'année 1942, un petit peu plus large que ça en fait, peut être considérée comme le tournant de la guerre. La décision qui marque vraiment le tournant de la guerre en Europe, c'est la décision que prend Hitler de déclencher, par surprise, une invasion de l'Union soviétique. Donc en faisant cela, il viole complètement ses engagements pris lors du pacte germano-soviétique de 1939, et il imagine qu'il peut envahir l'Union soviétique avec la même stratégie qui lui avait permis d'envahir la France, c'est-à-dire la guerre éclair. C'est l'opération Barbarossa qui est lancée le 22 juin 1941, qui est d'une ambition absolument démesurée, puisqu'en réalité, sur le plan militaire, c'est une absurdité totale. On ne peut pas envahir un territoire aussi vaste que l'Union soviétique avec les mêmes moyens qu'un territoire comme le nord de la France. Et en réalité, les généraux allemands, les experts de la guerre, sont tout à fait effrayés par cette décision d'Hitler. Mais sur le plan idéologique du projet hitlérien, ça fait sens, puisque le projet d'Hitler, c'est de conquérir un très vaste espace vital pour les Allemands, à l'est de l'Europe, et pourquoi pas jusqu'en Russie. Donc on voit sur la carte combien il y a eu cette espèce de déploiement un peu en éventail en gros 3 armées allemandes qui ont été pendant des mois vraiment victorieuses, et qui ont été très loin dans le territoire russe. Mais finalement, en approchant des 3 grandes villes de l'ouest de la Russie, que sont
Saint-Pétersbourg au nord, Moscou au centre et Stalingrad un peu plus au sud, eh bien, ils atteignent une ligne de front qui ne sera jamais dépassée, puisque aucune de ces villes ne tombera entre les mains des Allemands. Et donc, la décision militaire qu'Hitler a pris à ce moment-là est clairement celle qui lui fait perdre la guerre. On n'en est pas encore là, et il est temps d'aller voir du côté de l'Asie et du Pacifique pour voir un petit peu l'équivalent du lancement de l'opération Barbarossa. Le 7 décembre 1941, les Japonais, qui ont déjà beaucoup avancé dans le Pacifique, décident de mettre hors d'état de nuire la flotte et l'aviation américaine localisée dans le port de Pearl Harbor sur les îles d'Hawaï. Les États-Unis, qui hésitaient depuis quelques semaines à entrer en guerre face au Japon et face à l'Allemagne, qui sont en fait pas loin d'être sur le point de le faire, on peut dire que l'attaque de Pearl Harbor, cette attaque donc surprise, non déclarée au départ, est ce qui va faire basculer ce grand État très puissant dans le camp des Alliés. Et donc à partir de ce moment-là, on a donc une situation où, eh bien, si on regarde la carte, les forces de l'Axe sont au sommet de leur domination. Les espaces en vert sur cette carte sont ceux de l'avance maximale des forces de l'Axe, donc Allemagne et Japon, en Asie, en Europe et en Afrique. À partir de ce moment-là, le rapport de force entre l'Axe et les Alliés est clairement du côté des Alliés, puisqu'on a au moins trois grandes puissances, États-Unis, Royaume-Uni et URSS, qui font face à l'Axe, ainsi que d'autres pays du monde en jaune que vous pouvez voir sur la carte, et surtout beaucoup de territoires coloniaux des Alliés. Et donc, avec le temps, à partir de ce moment-là, il paraît assez évident que la victoire finale arrivera et sera dans les mains des Alliés. À noter que c'est à ce moment-là, au moment où l'idée d'une défaite finale devient une option très sérieuse, c'est à ce moment-là que l'Allemagne décide d'engager et d'accélérer le processus d'extermination des Juifs en Europe, un point sur lequel on reviendra très en détail un peu plus tard. Donc la bataille, la longue bataille symbolique du basculement pour les Allemands, c'est la bataille de Stalingrad, qui dure pendant de longs mois et de longs mois d'hiver, au cours de laquelle vraiment les Russes défendent la ville rue par rue, voire maison par maison. Et l'Allemagne se retrouve enfermée dans la nécessité de mener une guerre totale, extrêmement loin de sa base et de la capitale Berlin. Donc techniquement et économiquement c'est très difficile, psychologiquement c'est également très difficile, et l'hiver russe n'arrange pas les choses. On peut dire que la victoire des soviétiques vers février 1943, à la fin de la bataille de Stalingrad, est vraiment le début de la fin pour l'Allemagne nazie dans cette deuxième guerre mondiale. Et donc, à partir de 1943, la logique et la tendance devient tout à fait évidente. C'est un moment de reconquête des Alliés, mais ce qu'il est important de noter, c'est la durée, la longueur et la difficulté avec laquelle les Alliés sont parvenus à infliger une défaite totale aux forces de l'Axe. En fait, en gros, tous les acteurs de la guerre à ce moment-là sont dans la logique que il n'y aura de victoire ou de défaite que totale, en fait. On n'envisage pas, ni dans un camp ni dans l'autre, de mettre fin aux hostilités, de faire un armistice et de laisser la situation comme elle est. Non, il s'agit vraiment de détruire totalement l'adversaire à ce moment-là. En Europe, le moment le plus important à retenir, c'est bien sûr le débarquement allié en Normandie, alors qui n'est pas le premier débarquement des Américains et des Anglais, ils étaient déjà débarqués en Afrique du Nord précédemment, mais ici c'est une opération d'une immense envergure sur le plan militaire, très bien documentée aujourd'hui avec beaucoup d'images qui sont devenues célèbres. Elles ont aussi été rendues indirectement célèbres par le film qu'on a fait Steven Spielberg dans les années 90, qui s'appelait Il faut sauver le soldat Ryan, et qui est vraiment marqué par
une scène d'ouverture tout à fait grandiose et en même temps effrayante, bien sûr, du débarquement. Donc c'est vraiment un débarquement massif en termes de nombre d'hommes, de munitions, d'armes qui se déroule sur les côtes normandes à ce moment-là, mais également le début d'une bataille qui va être très longue. Ensuite, la reconquête de tout le nord de la France va prendre des mois, et ça ne sera qu'en 1945 que les Américains et les Anglais parviendront en fait à rentrer en Allemagne. Il n'empêche que de nombreuses villes françaises sont libérées, donc par cet effort conjoint des Alliés et aussi l'action des résistants français sur le terrain, ce qui permet au général de Gaulle donc, de définitivement incarner la France euh, qui ne s'est pas résolue à la défaite, et donc de défiler sur les Champs-Élysées en août 1944 pour célébrer la libération de Paris, donc symbolique, puisque Paris est évidemment la capitale de la République, alors qu'on peut le rappeler, elle n'était plus capitale sous le régime du maréchal Pétain, le régime collaborateur du maréchal Pétain, dont la capitale était la petite ville de Vichy. Donc j'ai parlé d'une reconquête très très longue en Europe de l'Ouest, c'est vrai aussi en Europe de l'Est, hein, les soviétiques poussent l'armée allemande à la retraite, mais très progressivement, et ce n'est qu'en 1945 que la zone de la Pologne où sont situés les principaux centres de mise à mort des Juifs, on y reviendra, dont le tristement célèbre camp d'Auschwitz, il est libéré entre guillemets par les soviétiques seulement en janvier 1945, et ici sur la photo on voit l'arrivée des troupes américaines bien plus tard en juillet 1945 et la découverte donc de l'horreur de ces camps. Sur cette carte, on voit bien les deux composantes des Alliés, à savoir dans les couleurs orange les Occidentaux, c'est-à-dire au Royaume-Uni, États-Unis surtout, et forces françaises libres, et en mauve les forces soviétiques. Donc ce sont à elles deux qu'elles ont infligé la défaite à l'Allemagne. Ce sont les soviétiques qui sont arrivés les premiers à Berlin en mai 1945, et la signature de la capitulation, c'est-à-dire de la reconnaissance de la défaite de l'armée allemande, a lieu le 8 mai 1945, une date qui est toujours célébrée aujourd'hui en France par un jour férié. Dans le monde entier, on appelle ça VE Day pour Victory in Europe Day. Et voici une photo extrêmement célèbre de soldats soviétiques qui plantent un drapeau de l'Union soviétique sur le toit du palais présidentiel, à moins que ce ne soit le Parlement, en tout cas à Berlin, dans la capitale allemande, qui est désormais donc entièrement vaincue. La guerre dans le Pacifique a également été très longue, à la reconquête des îles du Pacifique et de l'Asie par les Alliés a été très progressive et très meurtrière. Ce qu'il est assez important de retenir, donc, c'est que ce sont essentiellement les Américains et les Anglais qui ont vaincu le Japon dans cette zone-là. En fait, on peut dire que les Américains ont cherché à battre les Japonais seuls pour bien montrer leur supériorité par rapport aux Soviétiques, et l'idée qu'ils n'avaient pas besoin de l'Union soviétique pour battre les Japonais. Les Japonais, de leur côté, ont défendu leur conquête jusqu'à la mort. Il est vraiment dans l'endoctrinement des soldats japonais cette idée qu'on ne se rend pas, on ne craint pas la mort, ce qui a vraiment rendu la reconquête très difficile. Et donc, le dernier événement extrêmement important de cette Deuxième Guerre mondiale, c'est le fait que, pour hâter la victoire, les Américains vont utiliser une arme nouvelle. Avant cela, j'ai oublié qu'il y avait cette photographie à décrire. Donc ça, c'est une image très célèbre de soldats américains plantant un drapeau de leur pays au sommet de l'île d'Iwo Jima, qui donc est une des îles les plus proches du Japon et qui marque vraiment le moment où le Japon est sur le point d'être totalement défait.
Et cette photographie a ensuite donné lieu à de nombreux monuments. Il y a des statues qui sont faites à partir de cette photographie, qui est vraiment extrêmement visuelle, tout à fait impressionnante, avec, on voit des soldats qui souffrent et qui sont voilà, plein de fierté, plein de dignité. Et c'est vrai que j'aime bien mettre en contraste cette photographie un peu officielle avec celle-là, qui est euh, beaucoup plus, voilà, beaucoup plus triviale, beaucoup plus euh, vulgaire même, de soldats ivres de joie, après avoir massacré les soldats japonais. Plus difficile de faire un joli monument à partir de cette photo-là, c'est vrai. Et donc, voilà, le point absolument crucial sur lequel je voulais, pour finir, retenir votre attention, attirer votre attention, c'est le fait que les États-Unis ont choisi, pour accélérer la fin de la guerre, d'utiliser une arme nouvelle, la bombe atomique, donc, qui repose sur la technologie nucléaire et qui a une puissance de feu énormément supérieure aux bombes classiques. Donc ça a été une manière de vraiment pousser les Japonais à la capitulation, ce qu'ils feront début septembre, et aussi d'envoyer un message au reste du monde, et notamment aux soviétiques, pour dire que les États-Unis avaient acquis une supériorité technologique immense à ce moment-là du conflit, et donc étaient désormais absolument invincibles, voire même inattaquables. N'oublions pas quand même les immenses dégâts humains causés par la bombe atomique, de destruction immédiate, d'incendie, et puis aussi de, comment dire, de dépôt de matière radioactive qui font de cette zone une zone dangereuse pendant des années et des années, compte tenu de la radioactivité qu'il y a dans l'arme nucléaire. Voilà en gros le résumé chronologique, aussi synthétique que possible, que je voulais faire de la Deuxième Guerre mondiale.